Bonjour, bienvenue au podcast Collaboration over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique pour visiter mes collègues et discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Dr. Amanda Fanous, ici à Montréal. Merci Amanda d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, je trouve ça super. C'est ça, on aime ça vraiment collaborer ensemble aussi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très populaire. On va parler de l'esthétique du menton. La première question qui nous vient en tête vraiment, c'est qui sont les bas candidats pour améliorer l'esthétique du menton avec des injectables? Donc, en général, les gens, les hommes et les femmes qui ont un support adéquat, c'est-à-dire pas un menton très fuyant, ou qui veulent tester l'effet de plus de projection, ou qui veulent quelque chose de rapide, in and out, qui dure pas longtemps, sont des bons candidats. Pour les injectables. Pour les injectables. Parce que les injectables, c'est une procédure qui prend environ 10 à 15 minutes en clinique. Ça se fait très bien. Les gens voient les résultats immédiats, mais il faut un minimum de base. Il faut un minimum de mâchoire pour aller venir déposer le filler dessus. Si le menton est très fuyant ou si le cou est très obtuse, en angle ouvert, c'est pas le candidat idéal. Pour les injectables. Exactement. Et là, la question suivante, qui est un candidat alors pour d'aller directement plus vers les implants du menton? En général, les gens qui ont plus un menton fuyant ou qui veulent un résultat permanent sont des meilleurs candidats pour les implants du menton. Je trouve que quand le menton est très fuyant et qu'on essaie de mettre des injectables au lieu de passer directement à l'implant, ça donne un effet graisseux, gras, lourd, au lieu de donner un effet sculpté. Parce que l'injectrice va essayer de combler un déficit énorme avec un produit qui finalement est mou et qui va donner un effet lourd, pas sculpté, pas délicat. Tandis que les implants du menton sont, en fait, j'ai quelques exemples à vous montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle un sizer. Donc, c'est pas le vrai implant, mais ce sont des modèles pour nous donner une idée de la taille. Donc là, on voit qu'il y a plein de tailles différentes qu'on peut utiliser. Exactement. Ça se met juste ici. Le vrai, évidemment, il n'est pas bleu. Ça, c'est vraiment juste pour Pourtant, ça irait bien avec notre podcast. Oui, exactement. Pour différencier le sizer des vrais implants. Puis c'est ça, mais comme vous pouvez voir, c'est fait en silastique mou, mais ça va vraiment venir donner un effet sculpté et qui longe vraiment jusqu'ici. Donc, ça va venir combler les petits trous, les pre-jowl sulcus, pour donner une mâchoire, une mandibule très définie. Puis ça nous prendrait beaucoup d'agents de remplissage de fillers. Ben, imaginez la plus grande taille qui est celle-là. Et à répéter. Et à répéter, ça c'est au moins, je sais pas ce que t'en penses, mais au moins 4 à 5 semaines. Ah, même plus. Facile. Ouais, exactement, facile. Donc là, ça commence à faire beaucoup de stock dans un menton. Et beaucoup d'argent pour les patients aussi. Absolument, parce que c'est à refaire à toutes les années ou deux. Ça, c'est permanent. Donc, c'est une bonne option, exactement. Exactement. Maintenant, autre question que j'entends souvent, surtout quand je donne des cours chez les injecteurs, surtout aussi des non-chirurgicales. Donc, si un patient se présente et a déjà un implant du menton, est-ce qu'on peut aller rajouter des injections, des fillers par-dessus? C'est une bonne question. Ma règle générale est non. Si c'est moi qui ai mis l'implant du menton, la seule exception que je fais, c'est la région ici. Le creux entre la lèvre et le menton. Là, si la patiente veut que le creux soit comblé, ça peut se faire. Mais Parce que tu vas le savoir où, personnellement, exactement, tu as disséqué, la pochette est faite pour mettre l'implant. Exactement. Le risque, c'est que si un injecteur qui ne s'y connaît pas insère une aiguille dans mon implant, le risque d'infection augmente. Puis un implant infecté, c'est fini. Il faut l'enlever, il faut gérer l'infection, les tissus deviennent cicatriciels. C'est vraiment quelque chose qu'on aime éviter. Oui, tout à fait. Aussi, ce qui est vraiment important, puis je veux savoir ton opinion, qu'est-ce que tu penses de regarder vraiment le patient? On parle de profiloplastie, donc de balancer nez, lèvres et menton. J'adore ça, parce qu'on ne peut pas examiner un menton seul. Le menton fait partie d'un visage qui a ses traits uniques. Et en effet, le profil vient jouer parce que ce qu'on recherche, c'est un profil rond. C'est comme un cercle. On veut pas un profil triangulaire. Donc, il faut jouer avec la projection du nez, la distance du visage
le galbe du front pour que le tout soit harmonieux. Et en général, quand on parle du menton, on veut qu'une ligne verticale de la lame inférieure, on veut que le menton soit 1 à 2 mm derrière. Donc, c'est toujours vraiment important d'adresser notre patient vraiment de profil aussi. Bien sûr. Et non seulement juste de face. Puis, je pense aussi dans les photos avant, après aussi qu'on met soit sur les médias sociaux ou même qu'on montre aux patients. Bien sûr. Est-ce que tu penses que, comme les injectables sont devenus tellement populaires, est-ce que tu penses que ça a même changé notre approche chirurgicale? Oui, je trouve que ça a changé. Des fois en mieux, puis des fois en pas si bien. En mieux parce que tout d'un coup, on a une alternative à offrir à nos patients. Une patiente qui a un menton fuyant, mais de grade léger à modéré, on a une alternative. Si le patient n'est pas prêt pour une chirurgie, ben on peut essayer des fillers. Par contre, il y a des instances où les fillers nous nuisent en tant que chirurgien. Puis l'exemple classique qui me vient, c'est le facelift profond. Le lift du visage, exactement. Ça, là, le Sculptra qui est injecté dans un visage, ça crée des adhérences énormes. Et nous, quand on vient essayer de disséquer le plan, de séparer... C'est tout collé. Tout collé. Puis on met le nerf facial à risque. Exactement. Fait que je pense que c'est les deux en tant que chirurgienne. Nous, je pense qu'on a quand même une assez facilité à reconnaître les limites des injectables et quand il faut penser à aller plus vers la chirurgie. Oui, c'est sûr. Et la dernière question, peut-être plus philosophique. Si tu pouvais rester à un certain âge pour le reste de ta vie, à quel âge resterais-tu et pourquoi? Ça serait 30 ans pour moi. C'est pas vraiment l'âge, c'est plus ce que je faisais à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais fellow. J'avais fini ma résidence, puis là, je faisais ma formation en plastique faciale. Je vivais à Paris. Oh! C'était wow! C'était la belle vie. J'avais pas d'obligation. J'étais là que pour apprendre, puis ouais. 30 ans à Paris. 30 ans aussi. Forever! Et on avait quelques rides de moins. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Ben, merci, Dr. Amanda Fanous, de participer au podcast. Et on va se retrouver sur un prochain sujet, toujours plus intéressant, les uns après les autres. Merci. Merci.